Le navigateur internet, vous l'utilisez tous les jours. Cependant, la configuration par défaut de ce dernier est un peu pourrite, que ce soit niveau vie privée ou productivité. Dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas, on va remédier à tout cela. Toute première étape, comme vous l'avez deviné, on va aller dans les paramètres. Donc pour ceci, vous allez tout en haut à droite, dans le menu hamburger, et vous cliquez sur Settings. De façon alternative, vous pouvez très bien le faire sans utiliser la souris, en tapant sur Alt, et en allant dans Tools ou Outils en français, puis dans Settings. Alors au début, j'en conviens, ce n'est pas très pratique de le faire la première fois, mais quand vous êtes habitué à le faire, ce genre de raccourci clavier accélère grandement votre navigation et votre productivité. Une fois que c'est fait, on va pouvoir rapidement parcourir les paramètres. Déjà, dans la partie générale, il n'y a pas grand-chose. Ici, je vous conseille de décocher l'option « Ouvrir les fenêtres et onglets précédents », surtout si vous partagez votre PC avec quelqu'un d'autre, car vous ne voulez pas que quelqu'un ouvre votre navigateur et tombe sur vos précédents onglets. Donc, je vous conseille de décocher cette option. Après, un petit peu en bas, dans « Onglets », vous pouvez cocher selon vos préférences. Cela n'a absolument aucun impact sur votre vie privée et votre sécurité. De même pour le thème, moi je préfère quand même mettre le thème sombre, mais pour la vidéo, j'utiliserai le thème clair car c'est plus pratique. De même pour les couleurs et les polices. Pour le zoom, si jamais vous avez un écran avec une densité de pixels un peu trop forte, vous pouvez choisir de zoomer pour ne pas que la fenêtre soit un petit peu trop petite. Le problème, si vous le faites directement depuis les paramètres, seul le contenu de la page sera zoomé. Cependant, les onglets et la barre d'URL ne sera pas zoomé. Pour résoudre ce problème, je vais déjà réinitialiser le zoom à 100% et je vais appuyer sur CTRL-T pour ouvrir un nouvel onglet. Et je vais accéder à About de .config. Ici, on va pouvoir affiner les paramètres de façon beaucoup plus précise qu'avec l'interface graphique. Donc je clique sur le bouton Accepter le risque et poursuivre. Et maintenant, vous allez rechercher le paramètre suivant. Layout, .css, .dev, et vous allez choisir la toute première option, Dev Pixel per px. À partir de là, vous allez modifier la valeur. Si vous mettez 1, vous aurez une valeur qui ne sera pas différente du zoom par défaut. Cependant, vous pouvez zoomer en mettant par exemple 1,5. Et là, cela va zoomer de 50%. Si j'appuie sur Entrée, on voit bien que cela a zoomé. Cela a zoomé non seulement le contenu de la page, mais aussi les différents onglets et la barre d'URL. Ce qui fait que notre Firefox a l'air d'être beaucoup plus naturel. Maintenant, je vais cliquer sur CTRL-Tab pour naviguer entre les différents onglets, comme ceci. Et je peux scroller en bas. Comme vous le voyez ici, il n'y a pas d'option très intéressante niveau confidentialité et sécurité. Évidemment, pour les mises à jour, je vous conseille de laisser par défaut, c'est-à-dire d'installer les mises à jour automatiquement. Car les exploits et les failles de sécurité sur les navigateurs, c'est quelque chose d'extrêmement commun. Donc je vous conseille de laisser par défaut. Maintenant, on va aller dans la partie accueil. Je vous conseille de rendre la page d'accueil complètement vide. Ainsi, vous aurez un Firefox complètement vierge et sans distraction. Pour ceci, c'est très simple, vous décochez tout ce qu'il y a à décocher. Comme ceci. Et là, vous voyez comme par magie qu'il n'y a absolument plus rien dans la page d'accueil. Je peux donc revenir dans les paramètres, et cette fois-ci, je vais dans la partie recherche. Et comme vous l'avez deviné, la première étape sera de changer votre moteur de recherche par défaut, car Google espionne absolument tout ce que vous faites. Donc pour ceci, vous pouvez choisir un autre moteur de recherche, comme par exemple DuckDuckGo. Et vous décochez tout ce qu'il y a dans la partie suggestion de recherche et recherche récente, car ce n'est pas terrible niveau vie privée. Partie barre d'adresse, vous désactivez toutes les suggestions, car ce n'est pas non plus terrible niveau distraction et niveau vie privée. Juste en bas, vous avez toute la liste des moteurs de recherche, donc vous pouvez désactiver et supprimer ceux que vous n'utilisez pas. Vous pouvez également installer d'autres moteurs de recherche si vous en avez l'envie en cliquant sur le bouton tout en bas. Moi j'utilise StartPage au quotidien. StartPage est un simple proxy vers les moteurs de recherche Google, mais l'avantage de ce proxy c'est qu'il anonymise la plupart de l'activité sur internet. Donc pour ceci je vais l'installer, c'est très rapide, vous allez dans StartPage, vous installez l'extension, moi je vais l'autoriser à s'exécuter dans les fenêtres privées, et je vais accepter le remplacement de mon moteur de recherche par défaut par celui de StartPage. Comme ceci. Une fois que c'est fait, je peux fermer les onglets en faisant un CTRL plus W, comme ceci. Maintenant, on va aborder la partie la plus intéressante, la partie vie privée et sécurité. Ici, première chose à noter, il faut savoir que Firefox intègre par défaut une protection contre le pistage, qui est relativement développée. Ici, la protection contre le pistage est mise à standard. Nous, on va plutôt la mettre à strict. Entre standard et strict, il y a très peu de différence. La différence principale, c'est que Firefox est beaucoup plus strict avec les détecteurs d'empreintes numériques. Ils sont identifiés pour pister votre navigation sur les différents sites,
en identifiant votre navigateur de façon unique, grâce à certains paramètres, sans forcément utiliser votre adresse IP. Donc je vous conseille réellement de cocher cette option. D'ailleurs, j'ai même fait une démonstration dans ma vidéo sur les VPN. Prochaine option, on a une case à cocher, demander au site web de ne pas vendre ni partager mes données, ou demander au site web de ne pas me pister. Comme vous l'avez vu ici, c'est juste une demande. En fait, Firefox va envoyer dans la requête HTTP cette demande. Mais le serveur web qui reçoit la requête peut tout simplement rejeter cette demande et ignorer l'entête HTTP. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce mécanisme, vous pouvez taper GPC sur votre moteur de recherche favori. GPC signifie contrôle de confidentialité globale. Et c'est une liste d'entêtes HTTP que peut envoyer votre navigateur pour contrôler les différents paramètres liés à la confidentialité et à la vie privée. Mais comme je vous l'ai dit avant, ce ne sont juste que des demandes. À part dans certains américains comme la Californie aux États-Unis, le GPC n'a aucune valeur légale. Donc c'est pas ultra utile de l'activer pour le moment. Passons maintenant aux cookies et aux données des différents sites. Moi je vous conseille de cocher l'option supprimer les cookies et les données des sites à la fermeture de Firefox. Car déjà, première raison, les sites internet utilisent les cookies, les données du cache, le local storage, etc. pour vous identifier de façon unique même si vous fermez et que vous réouvrez votre navigateur. Et y compris si vous changez d'adresse IP ou autre. Deuxième raison, sur 95% des sites internet, si vous vous connectez, le site internet va vous donner un identifiant de session. Et cet identifiant de session va permettre de faire savoir au site que c'est bien vous qui utilisez ce site, que c'est bien tel compte ou tel compte. Et cet identifiant de session, il est en général stocké dans les cookies. Ce qui fait que quand vous fermez et que vous réouvrez votre navigateur, vous êtes en général toujours connecté sur le site. Le problème, c'est que si c'est quelqu'un d'autre qui utilise votre ordinateur, avec ou sans votre autorisation, il pourra facilement tomber sur vos comptes sensibles, ce qui n'est évidemment pas ce qu'on veut. Donc je vous conseille de vider les données de tous les sites à chaque fois que vous fermez votre navigateur, en cliquant cette option. Puis après on a la partie mot de passe. Bon, bien évidemment, comme vous le savez, si vous stockez votre mot de passe sur votre navigateur, en fait votre mot de passe est stocké dans un fichier quelque part sur votre disque dur. Le problème c'est qu'une personne peut très facilement y accéder et lire votre mot de passe, ce qui n'est évidemment pas du tout l'idéal niveau sécurité. Donc on va évidemment tout décocher. Comme ceci. Maintenant on va scroller un petit peu en bas, on va aller dans la partie historique et on va demander à Firefox de ne jamais conserver l'historique. Car comme vous le savez, l'historique contient beaucoup d'informations sur vous. Et en plus l'historique est très facilement accessible. Donc mieux vaut ne jamais conserver l'historique. Pour les permissions, on garde cela par défaut. Pour la télémétrie de Firefox, on peut désactiver au choix la collecte de données par Firefox. Le reste, on peut garder par défaut. Moi je vous conseille d'activer le mode HTTPS uniquement dans toutes les fenêtres. Ainsi, si vous tombez sur un site en HTTP, où votre connexion n'est pas chiffrée entre vous et le site, vous aurez un pop-up d'alerte. Mais Firefox ne va pas vous interdire de visiter ce site. Vous aurez juste une page d'alerte. Si on descend un petit peu en bas, on a la dernière option, DNS via HTTPS. Il faut savoir que quand vous faites des requêtes DNS par défaut, elles ne sont pas chiffrées. Cela signifie que n'importe quel intermédiaire entre vous et le serveur DNS peut voir les sites que vous visitez, y compris votre fournisseur d'accès à Internet, voire même peut modifier les requêtes DNS, ce qui peut être assez dangereux. Donc dans notre cas, on va activer le DNS avec HTTPS. Ainsi, nos requêtes DNS seront chiffrées. Donc moi, je vais mettre protection maximale, et je vais garder les serveurs de Cloudflare par défaut. Sinon, pour le reste, je n'utilise pas la synchronisation, ni les autres produits de Mozilla. Donc je n'ai pas besoin de faire de modifications là-dessus. Maintenant, on va parler des extensions. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur le danger des extensions Firefox et Chrome, installer trop d'extensions, cela peut être quelque chose de très dangereux. Car quand vous installez une extension, l'extension a potentiellement accès à tout ce que vous faites sur le navigateur, y compris tout ce que vous voyez sur la page, tout ce que vous tapez sur les formulaires de login, tout votre historique, etc. Donc moi, je ne vous conseille surtout pas de surcharger votre navigateur d'extensions. En plus, plus vous avez d'extensions, plus le chargement des pages web est lent. La seule extension que je vous recommande, c'est uBlock Origin. Et uBlock Origin, contrairement aux autres extensions, aux autres bloqueurs de publicité, n'est pas du tout laxiste. Il bloque vraiment toutes les publicités, ce qui est très pratique. En plus, uBlock Origin permet de bloquer absolument n'importe quel élément sur la page, ce qui fait que vous pouvez l'utiliser comme bloqueur de distraction. Par exemple, je vais vous montrer un exemple. Imaginons que je passe trop de temps sur YouTube, et notamment la page d'accueil de YouTube.
Bon, ici, j'ai pas de vidéo, mais imaginons que je veux par exemple bloquer la page d'accueil de YouTube, je peux faire un clic droit. Alors, quand vous installez une extension, il faut faire assez attention. Il faut aller dans la partie extension et il faut également l'autoriser à s'exécuter quand dans les fenêtres privées. Car on a paramétré notre Firefox pour toujours utiliser le mode de navigation privée. Voilà. Et maintenant, si vous refaites un clic droit, vous avez l'option bloquer l'élément. À partir de là, je vais pouvoir sélectionner un élément et le bloquer. Par exemple, cet élément-là, je ne l'aime pas, je vais pouvoir le bloquer. Même chose, je vais pouvoir bloquer par exemple la barre de recherche si je n'aime pas la barre de recherche. Comme ceci. J'appuie sur cibler, et là je peux bloquer la barre de recherche. Comme ceci. Bon, ici c'est un petit exemple, mais vous pouvez bloquer absolument n'importe quoi. Pour moi, c'est vraiment la seule extension qui vaut le coup d'être installée. Vous n'avez pas besoin d'autres extensions. Alors oui, avant, j'avais installé l'extension Startpage pour pouvoir utiliser le moteur de recherche de Startpage, mais si vous utilisez un autre moteur de recherche, vous n'en avez pas besoin. Sinon, une autre extension que j'aime bien et que vous connaissez peut-être, c'est Vimium. L'intérêt de Vimium, c'est que Vimium va nous permettre d'utiliser le navigateur Firefox uniquement avec le clavier. Ou en tout cas à 90-95% uniquement avec le clavier, ce qui est plus qu'ultra pratique. Et pour ceci, vous pouvez installer l'extension depuis le store de Firefox comme d'habitude. L'intérêt, c'est que l'extension va utiliser en fait les raccourcis clavier du célèbre éditeur de texte Vim, et va les implémenter dans Firefox. Et à partir de là, alors, bien évidemment, il faut toujours aller dans Extension et l'activer en mode navigation privée, sinon cela ne va pas fonctionner. Et je vais également l'autoriser sur exécuter sur des sites avec restrictions, comme par exemple le site officiel de Mozilla, même si vous n'êtes pas obligé de le faire. Maintenant, je peux vous faire une démonstration assez rapide. Imaginons par exemple que je veux utiliser mon clavier pour scroller en bas sur la page, j'appuie sur D. Et comme vous le voyez, ça scrolle. Et pour scroller en haut, j'appuie sur U, comme Up. Je peux aussi également naviguer avec Vimium sur un lien. Par exemple, si j'appuie sur F, j'ai la liste de tous les liens cliquables, comme ceci, en jaune. Et en appuyant sur le caractère correspondant ou sur les caractères correspondants, je peux naviguer sur le lien. Par exemple, pour aller sur le GitHub de Vimium, je dois taper sur VJ. C'est ce que je vais faire, c'est SJ, pardon, je vais taper SJ. Et comme vous le voyez, cela m'ouvre un nouvel onglet. Et à partir de là, je vais pouvoir naviguer encore une fois en faisant un D ou un E. Alors évidemment, Vimium, comme Vim d'ailleurs, est beaucoup plus puissant que cela. Vous avez des dizaines de raccourcis clavier pour faire différentes tâches. Donc pour tous les voir, vous tapez point d'interrogation. Et là, vous avez une liste non exhaustive des raccourcis que vous pouvez utiliser avec Vimium. Il y en a plein et cela simplifie beaucoup la vie ainsi que la navigation. Donc en tout cas, pour les extensions, c'est à peu près tout. J'utilise également MetaMask, c'est un portefeuille de crypto-monnaies qu'on peut installer directement sur son navigateur, mais si vous n'utilisez pas les crypto-monnaies, vous n'en avez évidemment pas besoin. Donc pour les extensions, c'est à peu près tout, vous n'avez pas besoin d'autre chose. Niveau sécurité et vie privée, vous avez fait absolument tout ce qui est nécessaire, c'est-à-dire bien paramétrer Firefox, ainsi qu'installer uBlock Origin. Comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas besoin de surcharger votre navigateur d'extensions inutiles. C'est une catastrophe niveau vie privée et sécurité. Cependant, si vous pensez que j'ai oublié une extension et que vous avez une autre extension qui vous simplifie grandement la vie sur Firefox, n'hésitez pas à me l'envoyer dans les commentaires. Je suis preneur et cela pourra en aider plus d'un. Certains d'entre vous le savez peut-être, mais on peut mettre un navigateur à l'intérieur d'un autre navigateur, ou même 2, 3, 4, 5 ou 6 navigateurs à l'intérieur d'un autre navigateur entre guillemets. Et c'est possible de le faire avec les profils. Alors comment on fait cela? On va dans About, profil, et ici on a la liste des différents profils présents sur mon Firefox. Et chaque profil peut être considéré comme un navigateur entre guillemets différent, avec ses propres extensions, avec sa propre configuration, avec son propre historique, ses propres favoris, etc. etc. Par exemple, j'utilise un profil pour les vidéos YouTube, j'utilise un autre profil pour naviguer au quotidien, j'utilise encore un autre profil pour les tests d'intrusion, etc. Et chaque profil a sa propre configuration, ainsi que son propre dossier avec les différents fichiers. Par exemple, si je veux créer un nouveau profil, je vais tout en haut, et je peux créer un nouveau profil avec un nouveau nom. Par exemple, je vais mettre démo YouTube 2. Et à partir de là, j'ai un autre profil qui a été créé. Et je peux lancer ce profil dans un autre navigateur. Et c'est presque comme si j'avais installé un Firefox 2.0. Ici on a l'onboarding, bon, je peux tout skip, et à partir de là, j'ai un Firefox complètement nouveau.
comme celui qu'on avait vu au début de la vidéo. D'ailleurs, si vous êtes soucieux de votre vie privée, utiliser les différents profils peut être très utile pour séparer entre guillemets vos différentes identités sur internet. Comme par exemple votre identité perso, votre identité pro, votre identité sur les réseaux sociaux, votre identité privée, etc. C'est très pratique et vous n'avez pas besoin d'utiliser des ordinateurs ou des navigateurs différents pour le faire. L'autre avantage des profils sur Firefox, c'est que toute la configuration des profils est située dans un seul dossier, ce qui fait que vous pouvez très facilement faire des sauvegardes. Pour ceci, vous allez dans le répertoire racine de votre profil, par exemple celui-là, vous appuyez sur ouvrir le dossier, comme ceci. Et là, vous avez toute la configuration et toutes les données associées au profil, que ce soit les différents cookies, l'historique, les mots de passe enregistrés, les extensions, tout ce que vous avez configuré sur le navigateur Firefox, tout ce qu'on vient de faire juste avant, etc. etc. D'ailleurs, petite information assez importante, la plupart des informations sont stockées soit sous format JSON, soit sous format SQLite. Donc pour ceux qui ne savent pas, SQLite c'est une base de données qui ne nécessite pas de serveur pour être utilisée. Toute la base de données n'est présente que sur un seul fichier et on peut l'ouvrir avec un lecteur de fichiers SQLite. Par exemple, tous les cookies sont présents dans cookie.sqlite. Si je clique dessus, je peux l'ouvrir avec un logiciel qui s'appelle DB Browser for SQLite. Donc vous pouvez le télécharger en tapant le nom sur internet, c'est très facile à trouver. Et si vous allez dans Browse Data, vous avez la liste de tous les cookies. Bon, comme je n'ai pas utilisé ce profil, je n'ai pas de cookies, mais vous avez tous les cookies ici. Et même chose pour l'historique, si vous allez dans la partie places.sqlite, vous avez toute l'historique, ainsi que les favoris et plein d'autres informations que vous pouvez checker si cela vous intéresse. L'avantage avec les profils, c'est qu'on peut aussi facilement faire des sauvegardes. Vous pouvez sauvegarder absolument tous les fichiers et tous les dossiers présents dans ce profil-là et les copier dans un autre profil directement pour restaurer la sauvegarde. Comme vous le voyez ici, j'ai un Firefox qui est assez minimaliste. Vous n'avez pas besoin de le configurer avec des dizaines d'options et des dizaines d'extensions pour naviguer sur Internet. En fait, la réalité, c'est que moins vous avez de choses, moins vous avez de distractions, plus c'est mieux. Ce que je vous ai présenté dans la vidéo, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir sur la configuration de votre Firefox. Il n'y a pas de choses magiques. Pour finir, vous pouvez juste retirer les quelques petits trucs inutiles dans la barre d'outils, tout en haut, comme ceci. Et là, vous avez un Firefox qui est tout neuf. Cependant, vous le savez comme moi, il n'y a pas que Firefox dans la vie. Firefox est un logiciel qui est open source. Cela signifie que le code de Firefox est disponible publiquement. Alors attention, quand c'est open source, cela ne signifie pas qu'on a le droit de faire n'importe quoi. Il faut regarder également le type de licence open source. Ici, le type de licence s'appelle MPL, la licence publique de Mozilla. C'est une modification d'une autre licence visiblement. On a plus d'informations sur cette page, la FAQ. Et là, on a toutes les informations sur la réutilisation et la distribution du code source et des logiciels créés à partir de ce code source. Ainsi, depuis la création du navigateur Mozilla Firefox, il y a eu quand même pas mal de forks basés sur ce navigateur-là. Par exemple, en 2020 a été créé LibreWolf. LibreWolf est un fork de Firefox. Le problème de Firefox, c'est que la plupart des options par défaut de Firefox ne sont pas très bonnes niveau confidentialité et vie privée. L'avantage de LibreWolf, c'est que quand vous installez LibreWolf, la plupart des options qu'on avait cochées ici sont déjà présentes par défaut. Mais en plus, on a plein d'autres options, entre guillemets, plus précises dans les paramètres si jamais vous voulez aller plus loin. Autre chose à noter, le moteur de recherche Google est présent par défaut sur Mozilla Firefox, car Google paye très cher pour cela. En fait, plus de la moitié des revenus de Mozilla proviennent de Google. Ainsi, Mozilla ne peut tout simplement pas retirer Google comme moteur de recherche par défaut. Par contre, LibreWolf, ils peuvent le faire. Ils ont mis un autre moteur de recherche par défaut. Alors en général, ils mettent DuckDuckGo, moi je l'ai changé par StartPage. Donc LibreWolf est une bonne alternative si vous ne voulez pas vous embêter avec tous ces réglages. Un autre fork de Firefox que j'aime bien, c'est le navigateur Zen, qui met l'accent un peu plus sur la productivité. Un peu comme le navigateur Arc basé sur Chromium que vous connaissez peut-être. Ici par exemple, on a les onglets sur le côté, comme vous pouvez le voir ici. On a également la barre en haut qui prend beaucoup moins de place, ce qui fait que la navigation est beaucoup plus confortable. Cela dépend donc des préférences de chacun, mais je vous suggère quand même d'essayer ce navigateur, il est extrêmement pratique au quotidien.
Alors attention quand même, avec les forks de navigateurs, surtout ceux qui ne sont pas très connus, les mises à jour de sécurité sont en général moins régulières qu'avec les vrais forks, avec le vrai Firefox original. Et surtout, une partie du code a été ajoutée ou modifiée, et donc a potentiellement été beaucoup moins testé que le Firefox original, ce qui peut augmenter le nombre de failles de sécurité présentes. Donc si vous utilisez un fork de Firefox, le plus important à faire est au moins de s'assurer que le fork est toujours en cours de développement, et qu'il n'a pas été délaissé comme plein d'autres forks. Donc là-dessus, il faut se renseigner. Sinon, si vous voulez bénéficier du plus haut niveau de sécurité et de confidentialité possible, moi je vous conseille bien évidemment d'utiliser le Tor Browser. C'est un Firefox avec plein d'autres mesures de sécurité que je n'ai pas détaillées ici et que je ne connais pas à 100%, mais surtout le Tor Browser passe par le réseau Tor, c'est-à-dire par 3 différentes machines présentes dans le monde, ce qui permet d'anonymiser la connexion de façon beaucoup plus efficace qu'un simple VPN. Alors, petite question à la fin, comme vous l'avez remarqué, je n'ai pris que du Firefox et des forks de Firefox. Mais pourquoi je n'ai pas pris des navigateurs basés sur Chromium ? Bien en fait, en termes de sécurité, les navigateurs basés sur Chromium sont comparables à ceux basés sur Firefox et son moteur de rendu Gecko. Il n'y a pas vraiment de différence là-dessus. Pour la vie privée, par contre, évidemment, on va éviter Chrome et Edge, c'est évident. Mais vous pouvez très bien utiliser Brave avec des paramètres similaires. Ici, c'est juste un choix personnel. Je préfère utiliser un produit qui n'est pas régi par Google, car bien que Chromium soit open source, c'est Google qui y contribue majoritairement. Donc c'est juste un choix personnel, je n'ai pas envie d'utiliser que du Google en ce qui concerne ma vie numérique, sachant que je suis déjà sous Android, que j'utilise YouTube et que j'utilise Startpage qui est en fait un proxy vers le moteur de recherche Google. Bon, en tout cas, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée, et comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter, juste en bas dans la description, où vous recevrez 2 à 3 fois par semaine du contenu sur la cybersécurité. Je donne pas mal de conseils pour apprendre la cybersécurité, et j'analyse les dernières nouvelles. Donc si cela vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien en bas dans la description. En attendant, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo.